Bonjour à tous, merci de regarder François. Le 12 juillet dernier, le président Emmanuel Macron a été allé se présenter devant les Français afin de parler de mettre en place le pass sanitaire qui allait donner plus tard le pass vaccinal ou encore l'obligation vaccinale pour les soignants et les personnels des hôpitaux. Où en sommes-nous? Un an plus tard, nous sommes aujourd'hui avec le sénateur de la Côte d'Or et médecin, monsieur Alain Houpert. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Merci de revenir sur le plateau. Merci de me recevoir. Où en sommes-nous? Un an après cet anniversaire du 12 juillet qui arrive très prochainement, nous avions étudié quelques jours après les assertions du président, nous avions étudié ces assertions avec des professeurs de médecine, des professeurs en microbiologie, afin de savoir, et elles se sont toutes avérées, ces assertions erronées. Est-ce que le gouvernement, selon vous, a retenu ces erreurs? Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre de la Santé et des Solidarités. Voilà. Quelles observations pouvez-vous nous confier aujourd'hui? Bien, le 12 juillet 2021, j'étais comme beaucoup de Français devant ma télévision, en regardant le discours solennel d'un président de la République qui faisait l'apanage de sa politique sanitaire avec ce que vous avez dit, ces assertions scientifiques qui se sont révélées fausses. Et donc, il a évoqué la mise en place du pass sanitaire, de l'obligation de la vaccination, de certaines professions, et un an plus tard, il a été réélu dans un régime, le régime de la Ve République, qui est un régime plébiscitaire. Quand un président de la République est élu, quelques mois après, lors des élections législatives, il y a la réplique sismique de cette élection. C'est-à-dire que nous sommes, la Ve République, c'est un système plébiscitaire. Et le président de la République n'a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. Ça prouve une chose, c'est que s'il a été élu président de la République, c'est parce que c'est un bon stratège. Il a divisé tous ses adversaires pour faire en sorte que ce soit un de ses adversaires extrêmes qui soit face à lui, donc qu'il soit réélu. L'élection présidentielle, c'est le principe de Condorcet, c'est un principe mathématique qui fait qu'on préfère un tel à un tel, et qui fait que le sortant a l'avantage, et le sortant est quasiment au deuxième tour, donc le sortant a à choisir son adversaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et les Français ne sont pas dupes du prix de cette stratégie, et n'ont pas voulu l'accompagner d'une majorité à l'Assemblée nationale. Donc j'estime que c'est un échec pour le président de la République. S'il n'a pas réussi justement à diviser NUPS? Il a réussi à diviser les partis, mais les Français ont réagi. Les Français ont réagi en votant les gens qui seraient le plus contre, le président Macron. Ils ont élu effectivement un groupe important, la NUPS. Je pense que c'est une réaction. Ils ont élu un groupe aussi important, le Rassemblement national. Pour moi, c'est aussi une réaction. Et le parti dont je suis issu, les Républicains, a réussi à maintenir une espèce d'équilibre, mais qui n'est pas suffisant. Mais pour moi, c'est pas une défaite. Et nos candidats qui ont fait allégeance au président de la République l'ont payé, parce que les Français n'ont pas admis la traîtrise. Et voilà, donc ils ont voulu élire une vraie opposition à Emmanuel Macron. Et la vraie opposition qui s'est proposée dans les suffrages, ça a été la NUPS et le Rassemblement national. Ce que je déplore, parce que c'est ces deux extrêmes qui sont complètement différents, un extrême de droite et un extrême de gauche. Donc je pense que le président de la République a une forte responsabilité dans cette dislocation de l'électorat français. Un président de la République, il est là pour rassembler les Français et les réconcilier. Il les a divisés. Donc on va voir ce qui se passe dans le fonctionnement de cette mandature. Ça va être très difficile, ça va être très intéressant.
Parce que ça va être vraiment une expérience démocratique unique dans la Ve République. C'est la première fois qu'un président de la République qui est élu n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, en 88, quand le président Mitterrand a été réélu, et là on était dans un septennat, il avait une assemblée de droite, donc il l'a dissous, et suite à son élection, il y a eu une majorité très très forte de socialistes qui l'ont suivi. Donc l'élection du président de la République, il n'y a pas eu... ça fait pchit, quoi. Il n'a pas eu l'effet escompté de cette réplique sismique de son élection. Donc pour moi, c'est un échec. Et très rapidement, un mot justement sur l'entourage d'Emmanuel Macron avait vivement critiqué ce partage de l'Assemblée nationale en disant que ça n'était presque pas démocratique. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous percevez cette façon de concevoir les contre-pouvoirs par le camp Macron? Pourquoi ça ne serait pas démocratique? Les Français ont voté. Les Français ont le droit de voter pour qui ils veulent. Et puis on n'a pas à juger. Les urnes ont parlé. Et les urnes ont voulu avoir une opposition ferme à Emmanuel Macron. Bon, ça va être une opposition un peu éclectique, ça va être très difficile, c'est une espèce d'armée mexicaine, ça va être très difficile. Je pense que, comme vous avez dit, le clan Macron est toujours trop sûr de lui-même et incapable de se remettre en question. C'est ça le problème du président Macron, il est incapable de se remettre en question et ses affidés le suivent, c'est-à-dire que c'est le fait du prince, on est... dans un régime d'un président absolu qui n'est pas un président au pouvoir absolu. D'habitude, le président de la République a le pouvoir absolu. Il est chef du gouvernement et chef de l'État. Chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais le Premier ministre a toujours, par la Constitution de la Ve République, été vraiment aux ordres du président de la République. Et là, le président de la République a toujours été chef de l'État et chef du gouvernement. Et là, eh bien, il y a un pouvoir législatif qui, auparavant, était toujours dans le suivisme, à toujours suivre, à être dépendant du président de la République et à suivre comme un seul homme ses volontés. Et cette fois-ci, l'histoire n'a pas repassé les plats, comme le disait Céline. Nous reviendrons sur ce sujet-là. J'aimerais avant qu'on puisse continuer la discussion autour du Covid et de ce triste anniversaire. Ce qui nous intéresserait aujourd'hui serait de savoir où va-t-on selon vous? Est-ce qu'on risque de revoir un 12 juillet, très concrètement? Quelles mesures risquent d'être prises cet été? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne sais pas ce qui va se passer. J'attends avec impatience la déclaration de Madame Borne. Vous êtes au Sénat, vous entendez à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat. On verra. Donc, en tous les cas, il y a eu un signe fort avec la nomination d'un ministre de la Santé qui est urgentiste et puis qui est désavoué par ses pairs. François Brun. Qui est désavoué par ses pairs, qui a fait un rapport avec 41 propositions sur les urgences, où il faut sélectionner les urgences. Ça me choque un peu, parce qu'en tant que médecin, j'estime que on sait souvent après quelle était l'urgence. Après avoir vu le patient, il faut toujours qu'un médecin interroge un patient, examine un patient, et ensuite... Donc le problème a été un peu pris à l'envers. Donc je ne veux pas tirer sur l'ambulance parce que les urgentistes, en particulier le président des urgentistes, s'en est bien occupé sur les résultats de M. Braun. Donc on attend, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui est fortement pour le pass sanitaire, pour la vaccination massive,
comme il a dit, massive, vaccination massive. Donc je pense que c'est un recul en arrière. Et puis, ça montre la non-capacité de ce gouvernement et de son chef de l'exécutif à ne pas se remettre en question. Et puis, Emmanuel Macron a fait croire pendant toute la période de l'élection législative, a fait croire à certaines personnes qu'il y aurait une ouverture. Il n'y en a eu aucune. En tous les cas, il n'y a que des macronistes. En tous les cas, moi, je ne souhaitais pas qu'il y ait d'ouverture, et surtout qu'il n'y ait pas de traîtrise. Ça veut pas dire que je suis dans une opposition systématique, mais du temps du général de Gaulle, souvenez-vous, quand M. Soustelle a été demandé pour être président du Conseil, Soustelle s'est fait engueuler par le général de Gaulle et il a reculé. C'est-à-dire que l'opposition, elle est là pour être constructive, mais elle doit rester dans le camp de l'opposition. Et ça, c'est important, sinon les Français n'y comprennent plus rien. Et l'intelligence du vote, elle est complètement perdue. C'est important que l'opposition s'oppose d'une manière constructive, qu'elle vote dans l'intérêt des Français. Et quand une proposition de loi ou un projet de loi n'est pas dans l'intérêt des Français, cette opposition doit s'opposer. Voilà, donc j'ai le sentiment que de toute façon, les assertions scientifiques du président de la République ont été fausses, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque vous avez interviewé des scientifiques qui ont donné des arguments. Et moi, mes positions, elles sont toujours les mêmes. Moi, je suis contre le pass vaccinal. Je suis contre la vaccination généralisée. Je suis contre l'opacité entretenue par le gouvernement, tant au niveau de la gestion de la crise, avec un comité scientifique, qui restreint, qui est soumis au secret défense. En général, le secret défense, c'est quand il y a un ennemi. Un virus n'est pas considéré comme un ennemi, parce qu'un virus, c'est pas une intelligence étrangère. Donc, je me demande pourquoi on continue à garder ce secret défense. Et ce gouvernement veut continuer justement à être dans l'état d'urgence pour pouvoir gouverner d'une manière autoritaire. C'est qu'il y a des choses à cacher. Il y a une opacité sur le traitement de cette crise sanitaire. Et il y a une opacité aussi sur les effets secondaires. Et il y a quand même eu un travail législatif important de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques sur les effets secondaires qui reproche au gouvernement un manque de transparence. Un rapport qui a été très édulcoré, mais qui est un pas en avant pour montrer qu'il y a quand même des effets secondaires et qu'il faut en tenir compte. Et les Français ont besoin de transparence. Ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin d'avoir confiance en leurs dirigeants, puisqu'on parle de médecine, comme ils ont besoin d'avoir confiance en leurs médecins. Donc moi je pense que la crédibilité scientifique a perdu. En 2 ans, une crédibilité séculaire qu'il sera difficile de rétablir. C'est ça qui est dommage, parce que la science, c'est un peu le synonyme de progrès. Et je constate que ce gouvernement, cet exécutif, est dans la raison, dans sa raison. Et face à la raison, il y a le réel. Et le réel, c'est ce que vivent les gens. Le réel, c'est ce qu'on peut tirer de ces 2 ans de crise, c'est-à-dire que 0,01% des gens vont mourir, sont morts de la Covid-19. C'est toujours des morts de trop, mais la moyenne d'âge, c'est 85 ans. Donc n'en a-t-on pas trop fait? Et je pense qu'il serait juste de se poser des questions, et des bonnes questions,
Et la responsabilité d'un homme d'État, c'est d'avouer ses faiblesses, d'avouer et de pouvoir reculer, changer de chemin. Et c'est ce qu'on demande à un homme d'État, de changer de chemin. Le président de Gaulle a changé de chemin. Le président Pompidou a changé de chemin. Le président Mitterrand a changé de chemin pour l'école libre. Le président Chirac a changé de chemin pour le CPE. Le président Emmanuel Macron a été réélu il y a quelques mois. Est-ce qu'il doit se sentir obligé de changer de chemin? Mais il a été élu, ce que je disais, par une stratégie de division de ses opposants. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment compris ce qu'était la Ve République et qui a joué avec la Constitution, non pas avec la Constitution, mais avec les effets de cette Ve République, qui, je le répète, est un régime plébiscitaire. Le président de la République, sous la Ve République, est un président absolu. On parle souvent de monarchie républicaine. C'était, je ne sais plus quelle personne, je ne me souviens plus du nom, qui parlait de monarchie républicaine, mais le président de la République est un président absolu. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il peut faire ce qu'il veut. Actuellement, il peut gérer par l'état d'urgence, par ordonnance. Quand il a une majorité relative, il peut gérer par le 49 alinéa 3. Il peut faire beaucoup de choses. Mais là, c'est un cas historique dans l'histoire de la Ve République. Depuis 1958, ce président n'a pas de majorité relative. Donc il n'y a pas eu l'effet plébiscitaire escompté, l'effet plébiscitaire qui est l'effet normal d'un président élu dans la Ve République. Donc c'est un échec pour le président Macron, mais il faut qu'il le reconnaisse. Et s'il a la hauteur pour le reconnaître, je pense qu'il évoluera. Et je pense qu'il pourra y avoir un réel engouement à faire changer les choses, mais je m'aperçois que par la nomination de son gouvernement, il ne le fera pas. Et puis on est dans le mensonge. Souvenez-vous qu'il fallait, pour que les ministres restent au gouvernement, il fallait qu'ils soient élus comme députés. Donc, et le président de la République a pris des ministres qui ne sont même pas élus. Il y a une incohérence totale qui inquiète les Français, qui inquiète ceux qui s'intéressent à la politique, mais qui inquiète aussi les Français parce que j'avoue qu'on a du mal à comprendre. Donc moi j'ai du mal à comprendre et j'attends de voir ce qui va se passer. On a tous le sentiment de faire de la politique un peu au fil de l'eau, se laisser aller, et puis on va voir comment ça va se passer. Je pense que bien malin est celui qui pourra dire ce qui va se passer. Et là, on est dans un cas d'école et une expérience de la Ve République. C'est pour ça que ça va être très, très intéressant. Mais est-ce que le président de la République ne veut pas aller justement à l'affrontement pour radicaliser son opposition, pour montrer que de toute façon rien ne bouge et rien ne peut se faire? Alors il pourra dire, tout en étant désolé, c'est de la faute des autres, c'est pas de ma faute, donc c'est de votre faute, et je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que les urnes ne sont pas respectées. Les Français ont exprimé une colère par leur vote à l'élection législative. On est pour ou contre la NUP sous le front, le Rassemblement national, mais le vote est là. Les urnes ont parlé.
je pense que les Français ont parlé avec beaucoup de colère, en tous les cas ceux qui se sont exprimés. Là, on a parlé de la dissolution avec beaucoup de facilité, de simplicité, comme si c'était quelque chose de naturel qui allait arriver. Est-ce que c'est quelque chose de normal, une future, une probable prochaine dissolution, ou est-ce que c'est une anomalie de notre République? Le président Mitterrand l'a fait en 88. Il a été élu président de la République et comme il était dans un septennat, il avait encore une Assemblée nationale qui pouvait durer 2 ans, mais qui était de droite. Donc il a dissous l'Assemblée nationale, et là il y a eu l'effet sismique, l'effet plébiscitaire. Il a été plébiscité puisqu'il a eu une majorité à l'Assemblée nationale. Mais souvenez-vous du président Chirac, sous les conseils de Dominique de Villepin, a demandé la dissolution en 97, et ça a lui apporté malheur puisqu'il a eu une opposition. Donc dissoudre en plein mandat, c'est risqué. De quoi a besoin la population? L'année dernière, monsieur le sénateur, vous n'aviez pas été prévenu par rapport à cette présentation, cette mise en place subite qu'a présenté le président le 12 juillet dernier. Cette année, il y a un risque que de nouvelles mesures soient mises en place, soient instaurées. Qu'allez-vous faire et qu'aimeriez-vous que la population entende aujourd'hui? Ces 5 années, et surtout les 2 dernières, ont été sous le règne de la peur. Peur du virus, peur des contraintes si vous n'êtes pas vacciné, parce qu'il y a eu un chantage, une vaccination qui n'était pas obligatoire, mais si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas vivre normalement. Ça s'appelle du chantage. Donc il y a eu un régime de la peur. Et j'ai peur, moi j'ai peur, que les Français se rebellent et j'ai peur que le chaos, ce soit une guerre civile froide, parce que les réactions qu'on a vues pendant le mandat de président Macron, tout au début avec ces fameux gilets jaunes, et des paroles du président de la République qui étaient profondément insultantes, ceux qui ne sont rien, ou qui viennent me chercher. Vous vous souvenez, avec l'affaire Benalla? Les Gaulois réfractaires. Les Gaulois réfractaires, hein, il y en a tellement que... Donc, par cet irrespect et par cette non-écoute du bruit des urnes, j'ai peur que les Français sortent dans la rue, parce qu'il y a eu des réactions importantes des Gilets jaunes et une réaction très violente du gouvernement, avec de nombreux éborgnés, des gens qui ont été mutilés. Et c'est... Quand on regarde ce qui se passe dans les pays étrangers, et quand on regarde la presse étrangère, les étrangers sont frappés de la répression des manifestations en France. Voilà, donc chacun peut s'exprimer. Et en France, l'éducation est là pour apprendre aux enfants et aux futurs adultes le libre arbitre. Et les Français, j'estime qu'ils ont leur libre arbitre. Et ils sont capables de décortiquer l'information. Ils sont capables de dire ce qui est faux, ce qui est vrai. Vous souvenez-vous, il y a quelques années, on disait « Ah mais c'est vrai, c'est dans le journal ». Ben, les Français ne disent plus ça. La moitié des Français disent « Oui, c'est vrai, je l'ai vu à la télé ». Mais l'autre moitié dit soit on nous cache tout, on nous ment, on nous dit rien, c'est ça qui est grave. Soit ils disent je vais essayer de creuser. Et les Français, ils creusent de plus en plus, ils se renseignent de plus en plus, et ça prouve l'intelligence de ce peuple, ces Gaulois réfractaires. Difficile à diriger.
Mais le Gaulois, le symbole de la Gaule, hein, c'est Gallus, le coq. Hein. Le coq qui chante, et les pieds sur la terre, mais la tête tournée vers les étoiles, tournée vers la lumière. Les Français ont besoin de lumière. Les médias, c'est pas la caverne de Platon, c'est-à-dire qu'on vous projette des ombres. Et j'ai le sentiment que, je ne veux pas faire de caricature, mais le sentiment que certains médias, c'est la caverne de Platon. On vous projette des ombres. Et ben moi, je dis aux gens, aux Français, tournez-vous vers la lumière. Regardez, allez à l'extérieur. Mais avec votre libre arbitre. Et soyez critiques. Soyez critiques. Et donc, cette population qui sera prise dans cette caverne de Platon, pour rappel, la caverne de Platon, ce sont des gens qui sont enfermés, tournés vers le fond de la caverne, et qui ne voient pas la lumière de l'autre côté, et du coup qui sont obnubilés par cette ombre, et s'ils se retournent et qu'ils voient la lumière, ça leur fait mal aux yeux, et ils ont du mal à voir du coup la vérité, la lumière. Cette population aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est divisée sans jouer dans les divisions entre les gens qui, notamment par rapport à sortie de cette crise du Covid, on n'en est pas encore sorti, mais aujourd'hui où nous en sommes dans cette crise sanitaire, il y a les inquiets et les satisfaits. On pourrait, si on parlait de la population comme ça. Comment réconcilier ces deux parties des Français, les inquiets et les satisfaits? Comment les réconcilier? Déjà, de diviser les Français entre les inquiets et les satisfaits, c'est une note d'optimisme. Parce que le gouvernement divise les Français entre le camp du bien et le camp du mal. Le camp du bien, c'est obéir. Et le camp du mal, c'est se poser des questions. Et quand on se pose des questions, quand on n'est pas d'accord avec la doxa, nous sommes qualifiés de complotistes. Donc voilà, je trouve que votre définition de la répartition française entre les inquiets et les satisfaits me va bien parce que c'est une définition d'apaisement et la réconciliation ne peut passer que par l'apaisement. Souvenez-vous des paroles qu'on a entendues de certaines personnalités en disant il faut enfermer les non-vax, il faut leur interdire les urgences, il faut leur interdire de vivre. Je trouve qu'on ne peut pas partager les Français. Noam Chomsky voulait partager même les non-vaccinés sur une partie de la planète. C'est grave, c'est d'un autre temps. C'est grave, on a l'impression d'être dans une science-fiction et que Orwell et Huxley ont raison, quoi. On est en 1984 et le meilleur des mondes. Voilà, donc il faut sortir de ça par le haut, c'est-à-dire arrêter de diviser les gens. C'est normal qu'il y ait des gens inquiets et je comprends qu'il y ait des gens satisfaits. Voilà, donc je pense que l'optimisme, c'est faire en sorte que les gens se tournent vers un idéal. Et l'optimisme, ça doit être l'idéal français. Et malheureusement, le français est pessimiste. Les Français ne sont pas des enfants, les Français ne sont pas des moutons. Les Français sont capables d'assumer les chocs. Ils l'ont montré dans les périodes les plus difficiles. Et je pense que cette période est difficile, mais c'est un peuple de résistance. Et c'est surtout un peuple de résilience. Merci, monsieur le sénateur, d'être venu chez nous pour nous parler de cette foi dans le peuple. C'est important, la foi. Tout à fait. Oui. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Je vous invite à la partager sur tous vos réseaux, comme toujours, sur Twitter, Instagram, Telegram. Et François appartient à ses lecteurs, nous existons. Comme vous avez parlé des subventions qui étaient en problème. Donc, je vous invite à nous faire des dons sur francoir.fr/soutien. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. À bientôt, monsieur le sénateur. Bientôt, merci.